Pour qu'il puisse grandir son nom, faisons très attention. Ce homme est malade, il est la gloire de Dieu. Ne pas laisser la proie pour l'ombre. L'ombre, c'est la désunion. L'ombre, c'est la scission. L'ombre, c'est la séparation. La proie, c'est la réconciliation. C'est le combat. C'est l'objectif visé. Chers frères, je voudrais m'arrêter là pour vous dire que nous devons redynamiser les bases depuis l'exil. Nous devons nous armer de courage. Nous avons de détermination par rapport à l'engagement que nous avons pris dans le labo. Nous n'avons pas failli car nous sommes l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les forces civiles de la Côte d'Ivoire. Nous sommes le demain de la Côte d'Ivoire. Depuis le exil, nous devons rester mobilisés. Ils sont bien formés. Le discours, c'est la réconciliation. Il faut forcer maintenant à la réconciliation. Et la réconciliation. Docteur Issa Malik, président. Je voudrais, au nom du président Stéphane Kipré, saluer vivement cette assemblée. Je voudrais saluer ce moment spécial qui est pour nous un moment de souvenir douloureux, un moment de tristesse, mais en même temps un moment de joie parce que nous sommes en vie, parce que le président Laurent Gbagbo est en vie. Je voudrais que vous saluiez. Je voudrais vous faire fi des formalités, saluer tout le monde, puisque le temps est parti, parce que dans le programme, il y a encore une conférence. Mais je pense que ce moment est solennel. Et j'ai juste pris le micro pour féliciter les organisateurs de ce moment, camarade président. Merci. Merci pour le temps. Nous devons regarder les signes, nous qui sommes fatigués de l'exil. Regardez les signes pour vous dire que vous devez tenir fort parce que le président Laurent Gbagbo tient. Vous voyez, depuis un certain temps, la haie est devenue un lieu de pèlerinage. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Ça suppose que si nous tenons, la vérité va finir par triompher. Il nous faut tenir parce que ceux qui se sont associés pour que l'armée française vienne bombarder la résidence du président de la République en fonction sont déjà en train de se déchirer. Pour ceux qui ont écouté sur certaines télé en ligne, vous avez vu l'intervention du président Anadji Kobena. Qu'est-ce que c'est qu'on veut?
il faut suivre les informations pour dire que nous sommes dans le vrai. Et nous devons tenir fort, malgré la difficulté, malgré la souffrance de l'exil. Nous devons rester sur la bonne ligne. Nous devons rester dignes, soudés derrière le président Laurent Gbagbo, parce que la victoire, c'est pour bientôt. Et entre ici, le camarade Stéphane Chipré m'a dit de vous dire que nos prières, c'est que ça soit notre dernier 11 avril que nous allons fêter en Pays-Bas. Parce que le prochain 11 avril, nous allons fêter cela à Côte d'Ivoire, dans la victoire, avec tous les fils et filles de ce pays. Je voudrais vous saluer et en nom à tous, demander au Laurent Gbagbo, qui est un homme de combat déterminé, parce que nous tenons. Nous demandons encore au président Laurent Gbagbo d'être de tenue ferme, parce que nous sommes des... Et nous savons que c'est le combat et c'est un homme d'honneur. Je vous souhaite bonne fête. Je vous souhaite une bonne commémoration, que Dieu garde nos différentes familles, que Dieu garde vos différentes maisons, que Dieu nous garde ici et que nous retournons dans notre pays de la joie, dans la révolution. Je vous remercie. Il faut être fort pour résister. Vous n'avez pas de doctrine légale. Parce qu'après le DLC de Laurent Gbagbo, qu'est-ce que je peux dire sur Laurent Gbagbo? Bon, je voudrais simplement ouvrir une autre lucarne. Ouvrir une autre lucarne pour parler d'un autre aspect de la réconciliation. Nous-mêmes, nous nous sommes retrouvés après les moments d'émotion. Il fallait liquider les moments d'émotion, il fallait évacuer les temps d'émotion. Et puis, la nature des guerriers qui nous a toujours animés à revenir à la surface. Un an après, donc en 2012, nous avons décidé de commémorer le 11 avril et nous l'avons fait, c'était sur le campus universitaire. Diana 225 qui était de la partie. En 2013, nous l'avons refait et aujourd'hui nous sommes là à l'instigation donc de la COPI section Bénin. Les autres fois, le ministre nous appuyait de sa position de là où il était. Aujourd'hui, je suis très content qu'il soit dans cette salle, qu'il soit à nos côtés. Ça veut dire que le bout du tunnel n'est pas du tout long. Au début, c'est nous qui sortons. Et quand les dinosaures commencent à sortir, ça veut dire qu'on va faire quelque chose de concret. Je crois véritablement que c'est la dernière année d'exil de la Côte d'Ivoire. Je commence mon speech par 1919. J'ai dit que je veux l'aborder sous un autre angle. 1919, création de la colonie de la Haute-Volta, Burkina Faso actuelle. C'est une colonie qui n'avait pas les mêmes capacités, les mêmes ressources, les mêmes atouts que la colonie qui se trouvait en bas, vers la Basse-Côte, et qui avait été, elle, officiellement été déclarée colonie française en 1893. Donc après 1893, élection de la colonie de Côte d'Ivoire, 1919, élection de la colonie de la Haute-Volta. Le colonisateur n'a pas mis sur le même pied d'égalité toutes les colonies. La colonie de la Côte d'Ivoire était une colonie d'exploitation. Son cadre, son paysage, sa nature prédisposait donc la Côte d'Ivoire à faire des plantations coloniales et à développer véritablement cette colonie sous l'angle donc des plantations coloniales. Le Burkina Faso actuel a donc été considéré comme un réservoir de main-d'œuvre pour la Côte d'Ivoire. Et donc c'est après la création de la colonie de la Côte d'Ivoire en 1919 que le colon a décidé de mettre cette main-d'œuvre oisive, mais nombreuse, à la disposition de la colonie sœur de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est le représentant donc de la colonie au Burkina Faso actuel qui organise le recrutement de la main-d'œuvre en direction des plantations de la Côte d'Ivoire.
Et c'est là que le problème donc, de l'étranger va commencer en Côte d'Ivoire. Je vais chuter sur la réconciliation parce que c'est bien de réconciliation que je veux parler, mais je vais loin pour essayer de vous amener à comprendre ce que la Côte d'Ivoire vit depuis le 11 avril 2011. Ça peut faire mal, mais la Côte d'Ivoire est vassalisée. La Côte d'Ivoire est passée de l'état de droit à l'état de nature. La Côte d'Ivoire est sous domination. Ça peut faire mal, mais c'est la réalité, c'est l'état des lieux. Réconcilier la Côte d'Ivoire, c'est commencer par réconcilier donc les Ivoiriens avec leur histoire, en sachant que les premiers départs vers la Côte d'Ivoire, en provenance donc de la Haute-Volta, n'étaient pas des départs volontaires. Ce n'étaient pas des gens qui allaient chercher du travail. C'est des gens qui avaient été enrôlés, qui avaient été recrutés avec la contribution du Moro Naba. Et ces hommes-là avaient donc un coût. Ils étaient payés pour le travail qu'ils allaient faire. Donc ce n'était pas un départ volontaire. C'est donc ce que j'appelle l'esclavage vert. L'esclavage vert, V-E-R-T. L'esclavage, ou si vous voulez, l'immigration vers les plantations de café et de cacao qui étaient en Basse-Côte. Donc de 1919, on va se retrouver donc 30 ans après, 1919, avec la première génération de Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. 1919, vous avez à Miami, dans la région de Soubré, le plus ancien Burkinabé est arrivé là en 1920. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous avez des cités comme ça qui sont des réceptacles d'étrangers. Vous avez Meyadi, vous avez Anani, vous avez Togiato, vous avez Ndjen, vous avez des zones comme ça qui sont des zones où il y a eu une forte implantation des étrangers en Côte d'Ivoire. Et puis, donc, ces gens qui sont venus en tant que manœuvre vont commencer à s'installer durablement, vont commencer à s'enraciner. À partir de 1942, sinon dans la tranche 1940-1946, Houphouët-Boigny rentre en combat avec les planteurs français qui avaient leur syndicat. Et à la tête de ce syndicat, il y avait un certain Jean Rose. C'est lui qui était le président des planteurs français en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny lui aussi décide de créer un syndicat qui est le syndicat agricole africain, et c'est sous la bannière donc, du syndicalisme que Houphouët-Boigny rentre dans le combat, et il va échouer après donc au RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui sera lancé donc au Mali sous les bords du fleuve Niger. Je vous rappelle ces événements pour vous dire que la Côte d'Ivoire vient de loin. De ne pas comprendre d'où la Côte d'Ivoire vient, c'est certainement s'assurer de se tromper de combat. C'est vraiment s'assurer de se tromper de combat. Parce que la refondation elle-même est un vaste chantier de réconciliation de l'Ivoirien avec lui-même, qu'on a fini par mélanger avec la population, parce qu'il y a la population ivoirienne et il y a le peuple ivoirien. La refondation, c'était de remettre donc le peuple ivoirien sur le piédestal qui devait être le sien. Parce que ces gens qui ont commencé à venir à partir de 1919 ne vont pas cesser de grossir leur rang. Quand on va accéder aux indépendances, je vous ai rappelé donc brièvement le RDA en 1946 qui a été créé, mais le RDA était un rassemblement démocratique africain qui avait aussi pris son essor à partir de la Côte d'Ivoire. C'était un instrument de combat dans lequel il n'y avait pas que des Ivoiriens, il y avait donc des étrangers, et parmi eux aussi il y avait un certain Wésien Koulibaly qui était volcanique, on va dire aujourd'hui burkinabé, mais qui s'est battu aussi aux côtés de l'Europe de... Bon, voilà. C'est le virus. Donc, aux côtés du Houphouët-Boigny, et qui vont donc engager ce combat. Mais quand les colonies vont accéder aux indépendances, tous ceux qui s'étaient retrouvés en Côte d'Ivoire pour se battre contre le colonisateur pour arracher les indépendances ne retournent pas tous. C'est vrai qu'il y a une petite parenthèse que je ne vais pas évoquer. Wésien Koulibaly est obligé de retourner chez lui. Et puis le combat continue. Mais dans cette première vague, donc de ceux qui étaient en Côte d'Ivoire en 1960, vous avez beaucoup de non-ivoiriens qui ont participé au premier gouvernement et au gouvernement successif du Houphouët-Boigny et qui sont restés eux aussi en Côte d'Ivoire. Donc vous avez création de la Haute-Volta en 1919. La vague des manœuvres commençait à venir et qui se sont installés, à naturaliser contre le gré des députés à l'époque, mais qui sont des Ivoiriens naturalisés par Houphouët-Boigny et qui s'appellent Sawadogo, qui s'appellent
je ne sais pas, Niki Man, qui s'appelle, même Houphouët-Boigny a décidé de les naturaliser. Et donc, l'un dans l'autre, le problème de l'étranger va devenir tellement puissant que les statistiques, déjà en 1940, en 1942 précisément, et ces chiffres-là, vous pouvez les trouver au ministère des colonies en France, on dénombrait déjà les Burkinabés à 2 millions en 1942. Ils étaient déjà 2 millions en 1942. Et donc, réconcilier avec les Ivoiriens, avec eux-mêmes, c'était surtout ne pas reconnaître les erreurs qui se sont imposées à Houphouët-Boigny, qui, entre guillemets, a été le combattant de son temps. Il a été le leader de son temps. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que l'oufouettisme a été instrumentalisé contre Houphouët. C'est pour cela que, quand tout à l'heure le DNC disait que Houphouët dans sa tombe doit se retourner, ce n'est pas faux. Parce que Houphouët a été de gauche. Houphouët a été communiste. Et puis, tous les anciens savent que quand la droite a repris les choses en main en France, il y a eu le désapparent. Houphouët était obligé de s'acclimater, Houphouët était obligé, au nom de la réelle politique, d'apprécier la réalité du moment, et donc il a cessé d'être rouge, il a cessé d'être communiste, il est devenu un homme de droite. Mais Houphouët a commencé son combat sous le syndicalisme. Je vous ai parlé du syndicat agricole africain, je vous ai parlé du Rassemblement démocratique africain, et le jour où il lançait le Rassemblement démocratique africain, si on revient sur ce discours, c'était un discours de rupture. Houphouët rester dans la logique de la rupture, mais en réalité des forces en présence, il a différé le combat. Le combat qu'il ne pouvait pas mener, il a différé. Pour qu'un autre puisse en son temps récupérer ce combat et continuer la marche. Ceux qui ont voulu opposer Houphouët-Boigny à Laurent Gbagbo ne connaissent pas du tout l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui aujourd'hui s'appellent Houphouëtistes et pensent que Houphouëtistes c'est la négation de Laurent Gbagbo n'ont pas aussi compris l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc réconcilier la Côte d'Ivoire, c'est réconcilier la jeune génération avec Houphouët qui fut le lutteur de son temps, mais c'est aussi faire revenir à la surface cette histoire pour dire qu'il y a un combat qui a commencé. Ma réconciliation, je me montre très bien. Il y a une histoire qui a commencé quelque part dans le nord de la Côte d'Ivoire pour que l'indépendance soit une réalité en Côte d'Ivoire. Deux hommes se sont rencontrés en son temps, c'était Houphouët-Boigny et Gong Coulibaly, le patriarche, fondateur de Korogo, roi de Korogo, qui ont pris un engagement pour faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle devrait être. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Nous sommes en 2015 et nous allons allègrement vers octobre. Nous allons allègrement vers les élections. Et les élections de 2015 sont censées être la deuxième mi-temps de ce qui s'est passé en 2010. Sont censées être la deuxième mi-temps de ce qui s'est passé en 2010. Parce que les Ivoiriens ont perdu une bataille. Ils n'ont pas perdu la guerre. La réconciliation en Côte d'Ivoire est une nécessité aujourd'hui pour chacun des Ivoiriens de cette génération, mais aussi pour ceux qui pensent qu'ils ont une histoire à écrire eux aussi. Les gens qui ont été les acteurs de la fracture en Côte d'Ivoire sont les gens de notre génération. Ce n'est pas les gens de la génération d'Houphouët-Boigny, ce n'est pas les gens de la génération de ceux que vous connaissez. Ils ont mené un combat en son temps et aujourd'hui, ils méritent donc qu'un autre combat soit mené. Et ce combat devra être le combat de la nouvelle génération, éclairé par ceux qui sont encore à la tête de ce combat, qui constituent donc ceux que vous avez à ce présidium. Pour que ce combat-là ait un sens, mon rôle, c'est de revenir sur quelques briques de l'histoire. Parce que je ne peux pas avoir la prétention de parler de Laurent Gbagbo mieux que le fédéral, le Korogo. Le FPI, aux États-Unis, pendant des années, et qui est parti lui-même en tant que fils du Nord, parce qu'on avait considéré le Nord comme un bastion du FDR en son temps, et lui étant fils du Nord, il avait été contraint de quitter le Nord, de venir à Abidjan, et d'Abidjan de partir pour les États-Unis, où il a représenté Laurent Gbagbo. Donc je n'ai pas la prétention de parler de Laurent Gbagbo, je veux revenir sur des points de l'histoire. Pour dire que l'histoire, c'est des hommes qui décident de l'écrire. C'est des hommes consciencieux de leur rôle, qui s'engagent et qui écrivent l'histoire. Et l'histoire, ça s'écrit aussi malheureusement
avec le sang. Ça s'écrit aussi malheureusement à l'encre du sang. Et notre génération a payé. Elle a payé un lourd tribut. Nos amis sont tombés. Le 11 avril, j'étais à Yopougon. Le 11 avril, j'étais dans les rues de Yopougon. À cette heure du 11 avril 2011, nous étions en train d'engager un grand débat sur les images qui défilaient à la télévision. Les images de l'arrestation. Pour ne pas dire la capturation, pour ne pas parler comme l'autre. Mais ce jour-là, on était en train, à cette heure-là, de se convaincre que ce n'était pas vrai, que c'était un montage. Et que les Blancs sont trop forts. Et ils se sont arrangés, ils ont créé quelque chose. Et ça, ce n'est pas vrai. Malheureusement, nous avons été contraints d'accepter la dure vérité, la vérité amère. C'était vrai pourtant. Et le président a perdu le pouvoir, momentanément. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas de ceux qui continuent de le conjuguer au passé, parce qu'aucun document légal n'atteste que celui qui aide aux affaires en Côte d'Ivoire a été président. Il n'y a pas de passation de charge, il n'y a pas eu un document qui atteste du Conseil constitutionnel qu'il est président de la République du Côte d'Ivoire. Donc cet homme qui, pendant longtemps, a bâti toute son histoire sur le faux, ne peut pas ne pas être dans le faux, il continue d'être dans le faux parce que c'est dans le faux qu'il ne peut qu'être scellé. Or, malheureusement, la vérité va finir par triompher. Il va par triompher, et j'ai dit que je veux m'appuyer sur des temps de l'histoire. En 1958, chers amis, les États-Unis divorçaient d'avec Cuba, un tout petit pays. Ces jours-ci, Barack Obama est en train de rencontrer Raúl Castro, près de 57 ans après, pour faire la réconciliation avec ce petit pays, qui n'est rien du tout en superficie. La Côte d'Ivoire est plus grande que Cuba. Mais regardez la puissance des États-Unis. Regardez la grandeur des États-Unis, qui a menacé pendant plus de 57 ans ce petit État et a décidé de le faire disparaître et n'a pas pu faire disparaître ce petit État. Aujourd'hui, ils sont contraints d'aller à la réconciliation. Mais pour la Côte d'Ivoire, on n'attendra pas 57 ans. Parce que le mensonge a été tellement gros, le vol a été tellement flagrant, l'injustice saute tellement aux yeux qu'aujourd'hui, les gens sont obligés de faire place à la vérité malgré eux-mêmes. La communauté internationale est embarrassée. Elle a bien envie de continuer ce qu'elle a commencé, mais elle-même, elle ne sait plus comment se sortir de ce labyrinthe. Elle ne sait plus comment se sortir de cette histoire cousue de fil blanc. C'est difficile. Elle a le visage découvert. Le mensonge a pu être entretenu pendant 1 an, mais 2 ans après, on a demandé à Ben Souda, va chercher les preuves pour revenir. Elle s'est promenée partout, aucun début de preuves. Les derniers procès en Côte d'Ivoire, on les a tous suivis. Tous ceux qui ont été condamnés, la première dame, de Boblé, et tous ceux que vous savez, ont été condamnés sans preuve. On ne pourra pas continuer de faire cette marche forcée dans l'histoire sans preuve. Un matin, ils seront bien obligés de s'asseoir et de constater que malheureusement, ils ont été rattrapés par la vérité qui prend son temps. Le temps est un autre nom de Dieu. Le temps est un autre nom de Dieu. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les propos du président Laurent Gbagbo lui-même. Le temps est un autre nom de Dieu. Aujourd'hui, le temps a fait ses effets. Et tout le monde est à nu. Et tout le monde est à découvert. La réconciliation, ce n'est pas vous qui êtes en exil qui en avez besoin. Si vous avez besoin de réconciliation, 2 mois après, 3 mois après, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, vous vous serez donné des raisons pour rentrer, parce que beaucoup sont rentrés en Côte d'Ivoire. Mais beaucoup continuent de rester en exil parce qu'ils sont convaincus que leur place est en exil. Et je rappelle que l'exil est une posture de combat. Et quand je parle des Ivoiriens, je fais la différence entre les Ivoiriens et la population ivoirienne. Merci. Il y a la population ivoirienne. Nous parlons de réconciliation et le slogan d'un parti politique a été vivre ensemble. Mais vivre ensemble, sur quel territoire et avec qui? Vivre ensemble, avec qui? La réconciliation passe par définir ce concept et par définir avec qui on doit vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas en tant qu'Ivoirien, je parle en tant que panafricaniste, je parle en tant qu'Africain, mais je parle en tant que quelqu'un soucieux du rôle que la Côte d'Ivoire est appelée à jouer dans la sous-région ouest africaine, du rôle qu'elle jouait hier
qu'on a tenté de lui ôter, mais qu'on ne peut pas lui ôter, parce que 40% des avoirs de l'UEMOA, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas décidé d'être ce qu'elle est. Elle a été, si vous voulez, entre guillemets, une malédiction de Dieu, à être prospère dans un îlot de misère, mais c'est sa réalité et c'est son histoire. Et on ne peut que composer avec la Côte d'Ivoire si on veut aller vers une Afrique forte. Que notre malheur, pendant tout le temps de la crise en Côte d'Ivoire, avait été d'être accroché au micro et de parcourir les hameaux, de parcourir toute la Côte d'Ivoire dans tous les sens, pour dire, moi, en tant que jeune béninois, que les Ivoiriens, une bonne partie des Ivoiriens, ne connaissant pas leur histoire, se trompaient eux-mêmes sur leur propre histoire et ont entraîné dans cette fausseté d'autres Ivoiriens. L'histoire de la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir commencé au XIIIe siècle. Dans la Charte du Nord, qui a été un document fondateur de ce que je pourrais appeler le Rassemblement démocratique des républicains RDR, il est dit que l'histoire de la Côte d'Ivoire commence au XIIIe siècle et que ce sont les populations du Nord qui ont été les premières populations à fonder la Côte d'Ivoire. Donc le combat depuis le début a été basé sur le faux. C'est pour cela que je crois qu'avec le DNC, avec la présence ici du fédéral, que heureusement ou malheureusement, le nord de la Côte d'Ivoire était le ventre mou de la crise. C'est par là que les fléaux sont tombés sur la Côte d'Ivoire. Et je crois qu'avec d'autres enfants du nord éclairés, la guérison de la Côte d'Ivoire pourrait partir du nord de la Côte d'Ivoire, parce que c'est là-bas qu'il faut régler le problème des deux zones. C'est là-bas qu'il faut régler le problème des Ivoiriens qui, au nom de leur nom, se sont affiliés avec des gens qui avaient avec eux les mêmes noms, mais qui n'étaient pas des Ivoiriens. Se retrouver régulièrement avec des gens qui partageaient la même religion avec eux, dans la mosquée du Bois pendant des années, afin que l'Ivoirien du Nord est devenu plus le frère du petit Guinéen, du petit Malien, du petit Burkinabé, au nom de la religion. Ils se sont donc attachés à ces personnes du grand nord de la Côte d'Ivoire, comme c'est écrit dans la Charte du Nord. Et l'Ivoirien du Nord, il n'y a pas de Dula en Côte d'Ivoire, je parle du Djimini, du Maoka, du Sénoufo, du Tabana, ainsi de suite, se sent plus à l'aise avec son confrère religieux, puisqu'il partage des convictions qui vont au-delà des réalités sociologiques, c'est des réalités religieuses, et ça transcende le social. Au nom de ces réalités, ils ont cru qu'ils avaient le même combat. Des gens avaient un combat d'insertion en Côte d'Ivoire. Au nom des réalités socio-professionnelles, la Côte d'Ivoire était devenue pour eux une patrie acquérie par tous les moyens. Des gens au nom de la religion ont pensé que le combat de ces étrangers était leur combat et se sont engagés ensemble dans une bataille dont ils sont en train de voir aujourd'hui les tenants et les aboutissants. La plus grosse déception, ce n'est pas vous qui êtes en exil, c'est les Ivoiriens du Nord qui sont en train de se désillusionner, qui sont en train de comprendre qu'on les a engagés dans un combat qui était un faux combat. Ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont trop parlé. Ils ont bataillé à visage découvert. Ils se sont tellement engagés qu'aujourd'hui, ils étaient obligés, par soupir, de dire Babo Kafissa, de rectifier le titre de l'histoire et de réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même en commençant par le Nord, parce que je sais qu'au Sud, ça sera aisé. Repositionner Laurent Gbagbo dans le débat politique en Côte d'Ivoire, c'est réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même. C'est pas régler un problème politique, c'est régler un problème social, c'est régler un problème culturel. C'est régler un problème fondamental. Chers amis, il y a le fédéral, il y a des sommités qui n'ont pas encore pris la parole. Les bribes de l'histoire doivent remonter à la surface pour rappeler à chacun qu'il est en mission. Si vous êtes ici sur la terre des Béanzins, si vous êtes ici sur la terre des Béanzins, Béanzin a été déporté en son temps. Mais il a été celui qui s'est farouchement opposé à la pénétration coloniale au Bénin. Le Bénin accueille les Ivoiriens. Et je sais que dans le monde des esprits, les Béanzins et les Laurent Gbagbo se connaissaient quelque part et sont en train de se réconcilier eux-mêmes pour engager. Camarades militants du Front populaire ivoirien en exil au Bénin, camarades militants de tous les autres partis dont les membres sont en exil au Bénin,
En principe, chez nous, quand le chef a fini de parler, nous on parle. Mais comme vous me faites l'honneur de lui donner la parole, je vais l'occuper pendant 5 minutes afin que le patron termine son interview. Mais je voudrais commencer d'abord par vous saluer au nom de toutes les militantes, de tous les militants, de tous les sympathisants du Front populaire ivoirien de Congo. Vous savez, le DNC, le docteur Koulibaly Samalik, nous a parlé des élections de 2010. Je suis le secrétaire fédéral de Korobo, mais j'étais aussi en 2010 le directeur départemental de campagne de Laurent Gbagbo à Korobo. Donc ensemble, nous avons vécu la crise. L'exil, il est multiforme. L'exil peut être extérieur, il peut être intérieur. Nous savons ce que nous avons vécu, mais nous savons que ce que vous vivez est plus dramatique que nous à l'intérieur. Nous sommes en liberté, mais nous sommes suivis. Nous sommes comme dans une espèce de semi-clandestinité. Et vous savez, pour parler de ces élections-là, je ne dirais qu'une seule chose. Quand vous avez dans un bureau de vote 100 inscrits, vous devez avoir au plus combien de bulletins dans l'urne? Je vous pose la question. Au plus. Mais quand dans un bureau de vote, vous avez 100 inscrits sur la liste électorale et qu'après vous avez 500 votants, ça pose problème. Et c'est ce que nous avons vécu. Parce qu'au deuxième tour, notre stratégie avait tellement fonctionné que jusqu'à 10 h du matin, la fraude ne passait plus. Alors, pendant que le directeur national de campagne regagnait à Abidjan en avion, et que nous étions sur le terrain, le camp adverse a donné l'ordre de tout saccager. Parce qu'entre-temps, eux n'avaient pas fait campagne sur qu'ils étaient de leur fête. Mais nous avions fait campagne pendant le premier et le deuxième tour. Alors, vous avez parlé d'histoire tout à l'heure. Laurent Gbagbo est un historien. Et le penseur l'a dit, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse sera toujours à la gloire du chasseur. Vous êtes ici aujourd'hui à l'Assemblée, copie, membres du FPI, tous, vous êtes des historiens de Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est nous et c'est vous qui allez écrire la vraie histoire. C'est pourquoi je vais vous saluer. Et vous savez, le conférencier a fait une brillante démonstration. Il a parlé, avant de se lever, il a dit, je suis dans une posture de combat si je m'étais en public. Nous sommes venus aussi vous dire que Korobo est dans une posture de combat au sein du Front populaire ivoirien. Parce que vous voyez, au Front populaire ivoirien aujourd'hui, il y a deux lignes. Certains disent que les adversaires sont trop forts. On ne peut rien contre eux. Alors, ne faisons rien pour les provoquer. Comme ça, ils vont nous donner des postes, on va arriver au pouvoir et puis on va aller libérer Laurent Gbagbo. Nous disons que Laurent Gbagbo, c'est un combattant. Tout ce que le FPI a obtenu jusqu'ici, à Côte d'Ivoire, a toujours été au prix d'une lutte. L'urne transparente, le vote à 18 ans, le bulletin unique, ça n'a jamais été donné cadeau au Front populaire ivoirien. Donc le Front populaire ivoirien est un parti de combat et les militants de la fédération de Korobo sont dans une posture permanente de combat. Alors mes chers amis, nous sommes venus nous souvenir du 11 avril avec vous. Le 11 avril est une date inoubliable pour nous. Un traumatisme connu que les générations futures n'oublieront jamais. Mais en même temps, le 11 avril doit être pour nous un moment de recueillement. C'est pourquoi nous avons été très heureux d'être avec vous ici. Pour
encourager votre détermination à garder le flambeau. Nous aussi, nous voulons vous donner nos encouragements. Parce que dans la lutte, il y a de tout. Il y a des adversaires, il y a des ennemis, mais le traître est plus dangereux que l'adversaire. Et c'est ce qui nous a conduit à cela. Nous n'avons jamais su un seul instant que l'autre qui rase les murs ici au Bénin actuellement allait trahir Laurent Gbagbo. Mais l'ingratitude est un grave manquement moral. Il faut éviter d'être ingrat. Vous savez, j'ai dit, si on veut parler de Laurent Gbagbo comme il l'a dit, on ne pourra pas partir d'ici aujourd'hui. Je voudrais vraiment m'arrêter là. Mon petit guerrier est là, Paul Dupuis. Il va dire un mot tout à l'heure, mais je voudrais ensemble, avec vous, à l'occasion de la commémoration de ce 11 avril, que nous prions ensemble Dieu, afin qu'il guide la Côte d'Ivoire sur le droit chemin, afin qu'il fortifie chacun de nous dans le respect mutuel, dans une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même. Je vous remercie et vive la copie, vive les résultats. A été déjà dit, non seulement dit, mais très bien dit par le conférencier, mais avant par monsieur le ministre, le chef de la délégation, et aussi renchéri par le fédéral de Korogo, qui nous fait la grande amitié de nous recevoir, en fait de partager ce moment avec nous justement. Nous fait la grande amitié de répondre effectivement à notre invitation, je vais dire. Chers amis, moi je suis de ceux qui disent que lentement mais sûrement la Côte d'Ivoire est en train de sortir de l'ornière. Et le président Gbagbo aujourd'hui est un homme qui a une histoire, comme j'aime bien le dire, comme je le disais une fois à des amis au cours d'un débat sur la question ivoirienne. La question Gbagbo aujourd'hui a mis la communauté internationale dans une situation qui ressemble étrangement à un poème de Victor Hugo que j'aime bien. Parce qu'on l'a blâmé et aujourd'hui on est en difficulté pour bien entendu ne pas le blâmer. On dit qu'il a tort, mais on se rend compte encore qu'il n'a pas tort. Victor Hugo a écrit un poème qu'il a intitulé Le mathématicien et le philosophe. Dans son poème, il dit comme ça, il le cite, il dit « Après un accident de circulation, le mathématicien et le philosophe se retrouvent devant le juge. Et après les interventions du juge, le philosophe prit la parole et s'adressa au juge en ces termes. Parce que les philosophes, et donc il a tenté de faire connaître sa version des faits au juge avec le langage du philosophe qu'il est. Et il dit au juge, si je me permets, monsieur le juge, de vous béamboliser quelques intervalles, essayez de m'apposer sur la conjonction de la nature. Oh Dieu, la sirénature m'a mis à l'imparfait. N'est-ce pas ce ventripotent coiffé d'une vieille corbeille, avec un air ostangère qui me traversa, et quand je tournais le convergent, voici donc, monsieur le juge, ce qui entraîne toute cette décadille. Le juge convaincu de n'avoir rien compris. Et néanmoins, il donna la parole aux mathématiciens. Lorsque le mathématicien a pris la parole, parce que mathématicien, il s'est aussi adressé au juge en ces termes. Il dit, monsieur le juge, nous nous trouvions sur deux droites séquentes dont le point d'intersection était le panneau stop. Brusquement, avec un changement de repère, la roue arrière de ma voiture et la roue avant de la sienne décrivent un angle droit de 90 degrés. Si nous voulons utiliser le théorème de Pythagore, mon cosinus serait égal à son sinus. Dans le cas contraire, ce serait une inéquation du second degré. Voici donc, monsieur le juge, l'inéquation pour laquelle nous devons traiter une solution définitive. Après l'intervention du mathématicien, le juge fut doublement convaincu de n'avoir rien compris. Mais il fallait qu'il rende sa décision. Il dit, monsieur le mathématicien, vous avez raison. Quant à vous, monsieur le philosophe, vous n'avez pas tort. Finalement, on se pose une question. Qui du mathématicien et du philosophe a tort ou a raison? Voici donc le dilemme qu'on appelle en littérature le dilemme hugolien de Victor Hugo, qui se retrouve au cœur du débat politique en Côte d'Ivoire sur la question du président Laurent Gbagbo. Longtemps présenté comme l'ennemi de la paix, comme le perturbateur de la démocratie, comme l'individu qu'il fallait retirer de la Côte d'Ivoire pour permettre à ce pays de connaître la quiétude et d'être réconcilié, la communauté internationale se rend aujourd'hui à l'évidence et bien qu'elle a foncé droit dans le mur. L'homme qui a été blâmé hier est en réalité une solution. On lui demande donc courageusement
d'aller vers cette évidence-là, contre laquelle on ne peut plus résister. Laurent Gbagbo est un pion indispensable et même capital pour que la Côte d'Ivoire sorte du tout. Et nous pensons que c'est ce qui explique toutes ces commémorations. En 2012, quand on allait à Lomé, la cérémonie du 11 avril, tout le monde était en débardeur blanc, parce qu'ils disent que c'est la dernière image de l'origine de Gbagbo. Et le représentant du HCR qui était là, le gendarme, commis bien entendu à la sécurisation du camp, il nous disait à côté, ben finalement, on se rend compte que les Ivoiriens ont été atteints par le président Gbagbo jusqu'à la moelle épinière. Vous voyez sa phrase, jusqu'à la moelle épinière. Ça veut dire que même si on te découpe, finalement, dans ta moelle épinière, Gbagbo est là-bas. Parce que Laurent Gbagbo, c'est la solution. Je suis Gbagbo. Et nous disons que le fait que Gbagbo soit à la CPI, ce n'est pas Laurent Gbagbo, l'enfant de Koudou Paul, et feu Koudou Paul, et feu Gado Magueri qui est à la CPI. À la CPI, c'est la Côte d'Ivoire libre qui est incarcérée. C'est la Côte d'Ivoire juste. Nous disons que c'est la paix, la réconciliation et la quiétude nationale qui sont incarcérées. C'est pourquoi lorsqu'on dit Gbagbo ou rien, on veut tout simplement dire la Côte d'Ivoire ou rien. Penser qu'il y a Gbagbo à côté et qu'il y a la Côte d'Ivoire de l'autre côté, c'est n'avoir rien compris du débat politique en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous sommes et ici, vous me réjouis de savoir que c'est cette réalité-là que nous partageons ensemble. Le président Gbagbo sortira, et il sortira avec le président du Collège Charles Degoudé, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de ses fiches et de ses fiches. Je pense que nous aurons l'occasion effectivement de partager ces réflexions lors de la dédicace de l'œuvre que j'ai écrite et qui est parue dans le mois de janvier 2015 à Paris aux éditions La Matin, Côte d'Ivoire, le voile est déchiré. Lors de cette dédicace, effectivement, tous les Ivoiriens seront conviés et au cours de cette grande messe, nous aurons l'occasion de faire comprendre à tous nos invités que la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo est celle qui peut faire gagner et avancer le pays. Je vous remercie. Oui, Jean Jaurès, le plus de sa génération, applaudissements. Je voudrais vous dire ceci. Moi, j'ai fait la connaissance de Laurent Gbagbo en 1990. C'est grâce à un monsieur qu'on appelle Ben Mauro. À 3 h du matin, j'étais couché, le téléphone sonne. Georges Kofi, paix à son âme, me dit c'est toi qu'on a choisi pour faire la campagne de Laurent Gbagbo en 1990. Et puis je lui ai dit pourquoi. À l'époque, on n'était pas des aboutés du fouet. On avait tous peur pour sa carrière et puis pour son salaire. Le jeune homme en témoignant tout à l'heure a même dit comment j'ai souffert. Tous les spécialistes de la radio, les différents techniciens ont tous, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de CNCA, l'équivalent de AAC, je crois chez nous ici, qui gérait les élections. Donc Oufoué Boigny, qui était candidat face à Laurent Gbagbo, a pris un décret lui-même et il a dit que les deux candidats pouvaient puiser leur équipe de production au sein du personnel de la RTI. Donc personne ne voulait aller du côté de Laurent Gbagbo. Et Ben Soumaoro, lorsqu'il m'a appelé, je lui ai dit mais tu m'appelles d'où? Il m'a appelé à 6e le cas. Si les gens du pays viennent te voir, il ne faut pas refuser. Parce que lui c'est mon père spirituel en communication. J'ai dit mais pourquoi? Il dit non Paul. Laurent Gbagbo, depuis 1988 qu'il est devenu, il a été interdit d'antenne à la radio et à la télévision ivoirienne. Et ça c'était vrai. Il dit si c'est toi qui le fait parler pendant toute la durée de sa campagne, tu vas rentrer dans l'histoire avec lui. Imagines-tu le nombre de personnes qui te seront reconnaissants? C'est aujourd'hui que j'ai mesuré cela. Ce n'est pas un témoignage bateau, ce n'est pas un témoignage faux. Il y a des témoins de mon temps qui existent et qui savent de ce qu'on a fait. Pierre Yaltrecia, paix à son âme. Il y a ça comme témoignage. En 1991, c'est la première fois que Laurent Gbagbo était allé à tout le peu chez moi. C'était le 16 mai. On arrive, il y avait beaucoup de monde, ils ne pouvaient pas. Les gens ne savaient même plus comment passer. Nous étions sur la terrasse d'un immeuble. Et Laurent Gbagbo était là-bas et il a vu de loin une dame qui n'arrivait pas à accéder à la place de la manifestation. Elle avait un bébé au dos. Et il a dit, mais laissez la femme là venir. Elle sait que je suis beau. Elle aussi, elle veut me voir. Elle veut me toucher. Vous savez comment il présente. Et c'est moi qui présentais déjà
ces manifestations en public. Les jeunes gens, par respect pour Gbagbo, vous savez très bien que tout le monde l'aime, ils l'ont laissé entrer. La dame est rentrée, elle est montée jusqu'à un autre niveau, il lui a donné 10 000 francs. Quand la dame est descendue, elle a dit, mais on s'est canné alors. En guéré, ça veut dire qu'il n'est pas comme ça. Et je ne vous apprendrai rien si je vous dis qu'on avait diabolisé Gbagbo. Il était venu pour faire coup d'état, il était ceci, il était cela. Bon, la femme a dit, ah, il n'est pas comme ça alors. Tout le monde a retenu que Gbagbo était un gars qui aimait plaisanter et qu'il n'était pas un vat en guerre. J'ai un de mes enfants qui s'appelle comme ça. Parce qu'un pays où on donne les noms des enfants par circonstance. Ça doit que tous les noms ont un sens. J'aurais pu l'appeler Gbagbo comme d'habitude le faisait, autant de fouets et autres. Il y a beaucoup de Gbagbo même en Côte d'Ivoire, beaucoup d'enfants qui s'appellent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais lui, j'ai pris les circonstances et j'ai dit, on se calme. Donc on écrit, dans la mondialisation, là j'écris OSCAN. O-S-K-A-N-E. La dernière information, nous venions d'une tournée à 500 ans et on revenait à Abidjan. Vous savez, il fut une époque où tous les populations avaient l'habitude de barrer les chemins pour saluer Gbagbo. Ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont été en Côte d'Ivoire le savent. Et Dakouri, qui est aujourd'hui dans la rébellion, nous on continue d'appeler cela rébellion, précédait le convoi parce qu'il était le secrétaire national de l'organisation. Il arrive et il trouve les gens qui sont assis au bord de la route. Il y avait des vieux qui avaient des pagnes et tous les chefs de canton. Il demande à quelqu'un, mais c'est qui ça? Et puis le type dit, quand tu regardes là, tu ne vois pas que c'est l'homme. Bon, il a vu que c'était quoi? Il a dit, non, mais je veux savoir qu'est-ce qu'ils font là. Il dit, mais tu vois très bien qu'ils sont assis. Il dit, non, c'est parce que... Mais c'est pas prévu. Et puis le jeune homme lui dit calmement sans sourire, c'est toi-même qui n'es pas prévu ici. Pour terminer, je voulais simplement vous dire que par amour pour ce monsieur, par loyauté, par fidélité, pour l'amour qu'il voue à mon épouse et moi, j'ai créé un journal en Côte d'Ivoire qu'on appelait Le Pays, qui s'est appelé un moment Notre Pays. Et j'ai eu l'avantage, je suis le seul à avoir eu cet avantage, d'interviewer Gado, d'interviewer Koudou. Quand Gbagbo devait aller à Kléber, c'est là que Gado, Marguerite, m'a dit il faut appeler Jeannette là, Diakoyi. C'est comme ça que je l'appelle au village. Et quand je vois Jeannette, je l'appelle Jacques Diakoyi, la petite sœur du Gbagbo. Et j'ai relié tous ces trucs-là, parce que dedans il y a une phrase, il y a un passage important. Laurent Gbagbo, avant de m'accorder cette interview, il venait de rencontrer Oufoué pour la dernière fois avant la mort d'Oufoué. Et puis j'ai dit qu'est-ce que le président t'a dit? Il dit le président a mis mes mains, on marchait, et il a dit mon fils, nous allons faire des grandes choses ensemble. Il dit quelle chose? Il dit non, c'est tout ce qu'il peut te dire. Je vous dis merci. L'année prochaine. Amélie est rectifiée. Donc bon retour à Abidjan cette année. Merci beaucoup d'être venu à cette cérémonie. J'espère qu'elle a été une occasion de nous souvenir du président Laurent Gbagbo, de nous souvenir de ce qui s'est passé réellement en Côte d'Ivoire. Une occasion également pour remercier les autorités du Bénin, en tête desquelles, comme vous le savez, il y a le président de la République, le président Yahi Boni. Une occasion également de renforcer notre solidarité. Une occasion de renforcer notre unité. Une occasion d'en appeler à la réconciliation véritable en Côte d'Ivoire en mettant Laurent Gbagbo au centre de ce processus. Nous souhaitons être entendus par tous dans l'intérêt simplement de notre pays, dans l'intérêt des populations africaines qui vivent en Côte d'Ivoire, dans l'intérêt de l'Afrique, et tout cela avec la bénédiction de Dieu. Merci beaucoup et à très bientôt.